Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Matt avec vous pour l'épisode 3 du podcast et j'ai avec moi Gurderman, PA37 et on a un invité spécial qui a accepté de participer à notre podcast pour votre plus grand plaisir et c'est David de Boom Boom Games. Bonjour David. Bonjour à tous. Donc salut à tous, et bonjour également Gurder également. Salut. Et bonjour également à PA 37. Hello. Bon, je vais t'appeler juste PA parce que PA 37 à chaque fois ça va être. Ouais. Voilà. Donc d'abord peut-être PA si tu pouvais te présenter en vitesse puisque c'est ta première apparition ici sur le podcast. Yes. Alors, moi je suis basé à Tours. Ça doit faire beaucoup trop longtemps que je joue à des jeux. En fait, j'ai commencé en jeu de rôle il y a à peu près une trentaine d'années. J'ai bossé dans différentes boîtes de jeux vidéo, dont Ubisoft, sur des jeux sympas comme Heroes of Might and Magic, donc rédaction de dialogue et autres. Et puis, j'ai bossé aussi en boutique de jeux de société, fut un temps, notamment fait des cartes, pour ceux à qui ça parle. Et maintenant, je suis retourné sur les jeux de société et surtout les jeux de plateau. Et voilà, tout simplement. Donc j'adore les jeux, un peu trop, mais il paraît que j'essaie de me soigner. Ah bah écoute, de toute façon c'est un peu comme tout le monde ici, hein, voilà. Donc on va commencer avec l'interview, la participation de David. J'avais pensé à un sujet particulier, j'avais envie de parler spécifiquement de la localisation donc des jeux d'autres éditeurs et qui de mieux que David pour parler de ça avec nous. Plein de monde. Ouais, David, déjà, si tu pouvais toi-même te présenter peut-être un petit peu, même si j'imagine que beaucoup sur le forum te connaissent déjà. Oh, oui, sans doute pas assez, mais en effet. Donc David, moi je suis le gérant maintenant parce que j'ai changé de statut, gérant de Boom Boom Games, donc un tout petit éditeur. Depuis, je l'ai lancé en 2018 à peu près. Les premiers jeux doivent être en 2018. Et en effet, je fais beaucoup de localisation. Pour l'instant, j'ai fait beaucoup de localisation. J'espère que ça va un peu changer, mais j'étais plus sur la localisation tout simplement parce que moi j'ai un profil qui est pas du tout issu du monde du jeu et donc je voulais aussi apprendre le métier d'éditeur sur le tas en m'investissant plutôt dans des choses qui étaient plus faciles, c'est-à-dire entre guillemets, c'est-à-dire la localisation. D'accord. Et moi je trouvais ça intéressant aussi de t'avoir sur ce podcast parce que donc le podcast à la base le concept c'est pour les coodiens, par les coodiens en quelque sorte. Et justement, tu fais partie de ces éditeurs qui, tu es là pendant les campagnes, tu participes, tu réponds, mais également après, évidemment, enfin avant aussi bien sûr. Et également, tu participes à d'autres topics que tu suis parfois, donc puisque on voit régulièrement tes interventions, donc ça me paraissait judicieux de t'avoir ici. Voilà. Et donc, comment est-ce que tu as découvert le forum justement? Eh ben comme beaucoup, moi je suivais plutôt Trick Track il y a au tout début, parce que c'était le seul véritable forum d'échange de jeux. Et puis j'ai découvert, j'ai commencé à faire du financement participatif avec un des zombicides, je crois que ça devait être le 2, je crois. Et je sais pas comment, donc j'ai découvert Code comme ça, et puis j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, qu'il y avait vraiment des échanges plutôt assez pertinents sur ce que c'était que le financement participatif, puis j'apprenais plein de choses, donc voilà. Et quand je me suis vraiment inscrit quand j'ai un peu avant de localiser cette watch, parce que c'était sur Code que j'ai découvert cette watch, et c'était dans le fil de discussion de... Ça c'est pas mal du coup. Donc de Code, non mais tout à fait. T'as apporté quelque chose même par rapport. Ah mais plein. On pourrait en reparler sur plein de choses, mais sur plein de projets. Donc j'ai découvert cette watch comme ça. C'était, j'étais pas précisément au début attiré par le jeu, et puis je découvre le jeu, je vois que ça avait l'air quand même sacrément sympa, et puis je me posais la question de backer, et puis j'ai vu qu'il y avait des échanges sur le fait qu'il n'y avait pas de version française, ça serait bien qu'il y ait un éditeur qui s'y mette, machin. Bon, moi j'étais pas spécialement
prévu pour le faire, vu que de toute façon j'avais pas d'expérience de crowdfunding en tant qu'éditeur de toute façon. Mais à ce moment-là, je devais être en train de faire un autre jeu et ça me semblait, c'était compliqué pour moi d'avancer tout l'argent pour la licence. On pourra en reparler si vous voulez parler des problématiques liées au financement. Mais donc je me suis dit, ça serait pas mal, il y a un financement participatif sur la version anglaise, pourquoi je n'essaierais pas de faire un financement participatif pour une version française, tout en sachant pertinemment évidemment que les volumes encaissés seraient bien moindres après, hein. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé et puis que j'ai échangé pas mal avec les gens sur Code et comme ça que c'est ma première campagne est arrivée sur Ulule. Je sais même plus quelle année c'était, je crois que c'était peut-être 2020, quelque chose comme ça, je sais plus. Oui, j'avoue que j'ai pas regardé, donc il faudrait que je vérifie. Très bien, du coup, t'as répondu à d'autres questions que j'avais. Comment as-tu découvert le financement participatif? C'est grâce à Code, mais voilà, c'est Oui, alors. Oui et non, enfin, j'avais découvert avant, hein, parce que c'était avant Code, mais c'est vraiment, en fait, c'est les échanges avec les gens sur Code et la participation au forum qui a fait que je me suis dit que c'était une alternative possible, parce qu'au début, ça faisait pas du tout partie du modèle que je m'étais construit quand j'ai réfléchi à comment est-ce que Boom Boom Games pourrait fonctionner. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si, ça avait quand même un certain nombre d'intérêts, quand même, faut pas se voiler la face, hein, qui étaient quand même très pertinents pour moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé, ouais. Ouais, mais franchement, c'est très intéressant. Et du coup, pourquoi, à ce moment-là, cette watch? En quoi c'est ce jeu-là qui vraiment t'a marqué, t'a donné envie? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce jeu qui a fait que tu t'es dit, c'est ça que je veux localiser? Déjà parce que PA il parlait de son background de joueur. Moi j'ai un petit peu je suis parti aussi beaucoup plus du jeu de rôle quand j'étais jeune, hein. Quand je faisais, même moi j'ai commencé au collège, j'en ai fait beaucoup au lycée et puis un petit peu moins après à la fac, mais je suis plutôt issu de ce modèle, on va dire l'imaginaire véhiculé dans le jeu de rôle. Après, quand je suis arrivé à la fac, je me suis lancé plus dans le jeu de figurines. Et puis, je suis arrivé vraiment sur le jeu de société moderne, sur Aurora Arkham V2, la V2 d'Aurora Arkham. Et pour moi, ça a vraiment été un déclencheur sur, en fait, on peut, alors c'est pas les mêmes sensations, mais c'était quelque chose qui se rapprochait un petit peu de l'appel de Cthulhu que j'aimais beaucoup à l'époque. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans le jeu de société et que j'ai beaucoup joué, notamment aussi en solo. J'ai beaucoup joué avec d'autres sur ce jeu-là. Et mais c'était beaucoup plus intéressé par ce type de jeu que, par exemple, j'avais testé aussi à l'époque Seven Wonders, qui m'avait laissé absolument froid parce que je trouvais que c'était purement mécanique, qu'il y avait absolument rien derrière. Alors j'ai beaucoup évolué depuis, hein, mais je me suis ouvert à tout ça. Mais j'étais vraiment plutôt issu d'une filière, d'une filière entre guillemets, d'un aspect, voilà, imaginaire, monde gamer, etc. Si je comprends bien, il faut en fait que le jeu te fasse vivre une histoire, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, déjà de santé mentale. C'est ça. Et vous deux, Gurder, PH, je sais pas si vous avez, si vous connaissez cette watch, si vous avez déjà joué, ce que vous en pensez. Pas du tout. Enfin, je connais le jeu, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer ou d'y jouer. Pareil, que de nom, j'ai lu un peu, ça avait l'air pas mal. Comme j'essaye de jouer, je sais, c'est fou, à nos jeux dans la famille, j'ai pas encore passé le pas. Eh ouais, c'est vrai que y a des choses à faire. Moi, celui-là, je l'ai pas, j'avoue. Mais j'en ai d'autres. Bon, alors là, franchement, je crois que je vais me déconnecter parce que 2 sur 3, là, c'est pas possible. Non, mais après, j'en ai d'autres, hein, donc ça va. Moi, je vois derrière, il y a quelque chose que je vois là, mais qui est même pas déballé. Alors là, par contre, franchement. Ah oui, parce que. Bon, c'est possible. Oui, mais c'est pas pareil. Non, parce qu'il aime bien mettre du cellophane, tu sais, c'est pour. Non, c'est parce que j'ai les deux et que j'ai seulement joué à la version de base. Non, mais il n'y a pas de problème. Du moment que tu l'as. La version de base, elle est déballée, elle a été jouée et tout. Voilà, d'ailleurs, je voulais refaire une partie. Enfin bref, on en parlera ensuite. Pour ceux qui ne voient pas, évidemment, forcément, puisque c'est aussi un podcast, on parle du jeu Maximum Apocalypse.
dont on parlera peut-être après si on a encore. Celui-ci tourne beaucoup à la maison et il a participé à donner le goût à ma fille de 10 ans sur les jeux de plateau, on va dire un petit peu plus adulte. C'est vraiment, ça a été une porte d'entrée dans le jeu de plateau plus adulte. Donc celui-ci, Maximum Apocalypse, il y a des moments il faut que je la freine parce que sinon on ferait 4 parties par jour. Mais j'aime bien le jeu, mais j'ai mes limites. Oui, je comprends. Ouais. Ah, mais c'est pareil en fait. Hein. Je trouve aussi c'est un jeu qui fait vivre une aventure tout simplement. Voilà. Et je trouve toujours ça assez génial. D'ailleurs, un jeu qui arrive à te faire vivre une aventure avec entre guillemets là juste les tuiles et les cartes. etc. Il y a pas vraiment de narration quoi. Donc la narration. Non, il y a pas de narration dans ce jeu. Mais c'est ça qui est génial aussi pour moi. Donc pour centrer à ce moment-là sur le sujet que je souhaitais aborder, c'est-à-dire la localisation, donc du coup, on a compris un petit peu ton style, mais comment tu choisis les jeux que t'as envie de localiser? Alors je vais dire, maintenant c'est un peu changé parce que le marché a un peu évolué, mais quand j'ai commencé, je regardais vraiment tout ce qui était tout ce qui me semblait pertinent en termes de mécanique, mais surtout dans des univers un peu gamer, un peu comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un peu lié à tout ce qui est médiéval fantastique, horreur, etc. Et puis après, en fonction de si la thématique m'intéressait, la mécanique semblait assez intéressante, on essaie de poursuivre un petit peu l'exploration pour voir comment est-ce que ça fonctionne vraiment. Alors c'est pour ça aussi que j'expliquais tout à l'heure, j'ai été beaucoup tagué sur Code par des internautes pour dire ah tiens est-ce que celui-là ça t'intéresse pas machin. C'est comme ça que j'ai découvert plein de trucs. Après, maintenant, ça a changé quand même parce que j'étais beaucoup plus ouvert il y a 3-4 ans. Là, je fais beaucoup plus attention et je vais avoir des critères beaucoup plus serrés sur quel jeu choisir, vu que le marché a quand même beaucoup évolué et que généralement, moi, j'utilisais le financement participatif souvent pour m'aider à lancer le jeu. Et puis après, il allait en boutique. Mais la boutique actuellement, c'est quand même compliqué. Donc, globalement, le financement participatif, moi, je reste plus ou moins sur les mêmes volumes, qui sont des volumes assez faibles, hein, évidemment. Mais bon, voilà. Mais par contre, derrière, en boutique, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment faire attention sur est-ce que potentiellement le jeu peut marcher à peu près en boutique ou pas. Parce que globalement, les jeux que je vais sortir en financement participatif, je vais avoir 200, 300, parfois 400 personnes qui vont être intéressées. Globalement, un peu toujours les mêmes. Hein. Ce sont des clients, on va dire des clients un petit peu réguliers, parce que ce sont les joueurs qui, comme moi, aiment à peu près le même type de jeu. Mais derrière, la boutique c'est totalement différent. Donc je vais avoir depuis on va dire 2 ans un regard un peu plus critique sur comment est-ce que ça peut fonctionner derrière. Et là, je suis encore en train de changer parce que ça évolue quand même encore beaucoup sur vraiment la possibilité ou non que certains jeux n'aillent plus en boutique, quoi, en fait, finalement. Donc, ce qui est le cas, ce qui a été le cas sur Wasted Wilds, Maximum Apocalypse Wasted Wilds, ce qui est le cas sur ce qui devait être le cas sur le 3e Set Watch, et puis finalement je vais avoir un partenariat avec une grosse boutique qui va en prendre un certain nombre, mais elle n'ira pas dans une filière de distribution classique, ça c'est sûr. Parce que il y a le problème de la demande, mais il y a aussi le problème du financement, il y a le problème du fait que de faire 2000 boîtes d'un jeu et que finalement tu en vends 700, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là. Donc les critères de choix, ça va d'abord être en effet, pour essayer de synthétiser un petit peu par rapport à ta question, ça va être d'abord l'univers. Après, l'adéquation avec la mécanique, c'est-à-dire un univers Cthulhu, je vais tout de suite adorer, mais si tu me proposes un party game où il faut se balancer des tentacules à la figure, ça va pas m'intéresser pour faire un financement dessus, quoi. C'est vrai, autant ça m'amuserait d'y jouer, autant l'éditer. Ça dépend si elles sont assez longues pour s'enrouler autour de la tête. J'imagine déjà le pitch, lancez-vous des tentacules. Il y a eu un jeu comme ça qui est sorti il y a peu longtemps, Sticky machin truc, où tu te lançais des trucs avec c'était un peu dans cette idée là, hein. Moi je trouvais c'était complètement dingue, je trouvais ça assez rigolo, mais bon c'est pas du tout le type de jeu que moi j'ai envie de faire. Après
Voilà, ça donc pour répondre plus clairement et plus synthétiquement à ta question, ça va être là-dessus quoi. Ouais, d'accord, mais je posais la question tout en sachant déjà que tu avais localisé évidemment pas mal de jeux du catalogue de Rock Manor Games, donc de Mike Nate, donc Ouais. voilà. Et est-ce que c'est le passage à Tabletop Tycoon qui a fait que ce genre de difficultés qui font que tu changes un petit peu ton fusil d'épaule, enfin peut-être pas ton fusil d'épaule, mais que ta perception de la localisation change un peu. Enfin, tu peux peut-être repréciser pour oui. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai fait donc les 7 watts, j'avais fait Objection qui venait de chez lui. Qu'est-ce que j'ai fait notamment donc j'ai fait le premier Maximum Apocalypse donc que j'avais signé avant que Tabletop Tycoon arrive, et puis je m'étais lancé avec Bad Test Games notamment sur Maximum Apocalypse, mais aussi sur Objection et puis sur Wasted Wilds sur la localisation de ce gros là. Et en fait c'est à ce moment-là de ce gros jeu, et à ce moment-là que est arrivé Tabletop Tycoon dans l'équation. Donc alors pour que ça cause aux gens, hein, quand on licence, quand on fait une localisation, on paye un droit de licence pour un certain volume de boîtes. Donc ça dépend. Généralement, on va dire que ça tourne autour des 8 à 10% du prix de vente conseillé à peu près généralement. Hein. Donc tu payes en fonction du nombre de boîtes que tu veux faire. Une licence à l'éditeur qui te donne le droit de faire cette localisation d'un certain volume de boîtes. Et puis bon, tu lances, tu reçois les fichiers, puis tu lances ton travail comme ça. Et là, le fait que Tabletop Tycoon arrive, ça a changé pas mal de choses, dans le sens où il y a un intermédiaire, ce qui est souvent le cas. Hein. Il y a souvent des agents d'éditeurs. Hein. Moi, je travaille notamment beaucoup avec Mob Vanguard, par exemple, qui est un agent d'éditeur, mais qui a pas du tout les mêmes prestations entre guillemets en termes de coûts. Hein. C'est un très bon agent de licence, mais lui, on reste dans peu près les mêmes prix de licence. En fait, chacun prend une petite part. Je pense que l'éditeur prend une part un petit peu plus faible, et puis lui prend une part beaucoup plus faible qu'a pu faire Tabletop Tycoon quand ils sont arrivés, parce qu'on est passé du simple au double en fait en termes de droits de licence. Et on se retrouvait avec des jeux qui étaient absolument pas calibrés pour la boutique, alors qu'ils auraient dû aller en boutique. Bon, j'ai pu mettre le premier Maximum Apocalypse, parce que j'étais avec Fred de Bethesda en boutique à ce moment-là, parce que on l'avait signé avant et qu'on avait payé, tout était fait avant. Mais quand Wasted Wilds on l'a lancé, entre temps on a eu justement Tabletop Tycoon qui est arrivé, ce qui fait que on n'avait pas encore commencé le boulot. On avait lancé la campagne, mais on n'avait pas encore commencé le boulot, et ils sont arrivés. Et en gros, on avait deux choix: soit on annulait la campagne, on remboursait tout le monde parce que le coût était trop important. En gros, faut considérer que c'est 30% de plus sur production. Putain, plus c'est énorme. Ouais, donc ça veut dire que en gros, un jeu Wasted Wilds par exemple, comme je vois là, je crois qu'il est donné à $85 MSRP, c'est-à-dire prix de vente conseillé entre guillemets. Hein. Je crois que c'est ça. Donc nous, s'il allait en boutique, donc si on le met à 80 € pour que ça, on le met en boutique, nous on le vend, notre distributeur le vend 40 € à la boutique. Et sur ces 40 €, notre distributeur prend 25%, donc 10 €. Voilà. Donc nous, il nous rentre 30 €. Hein. Donc avec les 30 €, faut qu'on paye notre travail, la production et la licence. Donc le coût que l'on devait payer, pour localiser Wasted Wilds était plus important que ces 30 € de rentrée en fait. Donc on devait être à 35 € à peu près, hors frais de bateau, hors toutes les trucs, tout ce qui peut arriver, voilà. Donc il y avait juste la licence et la prod et avec la disponibilité en Chine, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas le bateau, il n'y avait rien du tout. Donc t'as même plus de quoi t'acheter un paquet de pâtes, quoi. Ah bah non, parce que t'es obligé de payer les boutiques en fait finalement pour tu payes sur tes propres deniers pour pouvoir le mettre en boutique, ce qui était absolument impossible. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens du tout. Donc on a réussi à négocier le fait de faire un plus petit print. Donc on a imprimé que 500 boîtes, donc ce qui coûte aussi encore plus cher. Mais
en vente directe en fait finalement. Donc l'idée c'était de vendre en financement participatif les 500 boîtes et ce qui restait le plus possible des 500 boîtes et ce qui restait d'aller les mettre sur une marketplace. Donc là pour faire un peu de pub, c'est de la marketplace de Philibert. Donc il est disponible encore une 50aine d'exemplaires je crois. Ah mais sur la marketplace. Philibert étant un sponsor de quoi ou de... Oui je sais, je sais. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait et donc après cette expérience-là, je me suis dit bah non, on arrête de bosser avec Rock Manor Games parce que c'est pas possible. Les prix sont plus du tout possibles. Mais depuis le lancement de cette Watch 3, moi j'avais plein de gens le lancement de la VO, plein de gens qui me disaient est-ce que vous allez le faire ? Bah non, pas dans les conditions actuelles. Alors, et puis c'était pratiquement, on va pas dire toutes les semaines, mais au moins 2-3 par mois et qui me demandaient il fallait faire, c'est que vous allez le faire ? Bah non, je vais pas le faire. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon bah écoute, sinon on peut toujours le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le réclament. Mais voilà, en petit volume, toujours 500 boîtes, voilà, on va faire 500 boîtes et on va se lancer comme ça. Donc l'avantage des 500 boîtes, c'est que globalement, même si on vend pas tout en financement, on peut se dire que bon gré mal gré, on va réussir à écouler le stock parce qu'on risque d'en avoir 200, 300, 350 à peu près. Et puis le reste, on vendra comme on peut. Et puis la dernière nouvelle donc que j'ai annoncée là sur dans le cadre de la campagne de cette Watch 3, c'est que Tabletop Tycoon s'est fait gercler pendant la campagne en fait que j'ai de cette Watch 3, ils sont sortis de l'équation. Ce qui fait que du coup j'aurais pratiquement pu mettre cette Watch 3 en boutique parce que ça pouvait pratiquement rentrer dans les nouvelles conditions. Mais bon, j'ai décidé de pas le faire parce qu'on voit bien que le jeu de niche gamer en boutique, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Je sais pas si vous avez, il y a eu un mini scandale avec les jeux de Super Meeple il y a pas longtemps, mais sur le fait qu'ils avaient quand même du mal à trouver leur place en boutique. Bon après voilà, c'est un autre débat, mais voilà, donc c'est assez représentatif des difficultés qu'il peut y avoir quand même, notamment pour bosser en boutique sur les jeux de niche, on va dire. Donc j'ai décidé que je les mettrais malgré tout pas en boutique mais que je travaillerais avec un gros, entre guillemets, une grosse boutique en ligne pour écluser une partie des boîtes, des reliquats de boîtes, quoi. Donc, notamment pour avoir une meilleure marge et puis pour pouvoir gagner un peu de sous, parce que finalement, le souci, c'est que, par exemple, la campagne, là, qui était quand même une campagne plutôt bien réussie, avec les conditions de Tabletop Tycoon, je gagnais pas de sous. Mais j'étais à peu près à l'équilibre. Après, j'allais gagner des sous sur ce qui allait rentrer derrière. Donc, dans quelques mois, voire ou pas, en fait, en fonction des ventes derrière, quoi. Donc là, ça permet en fait de me payer pendant que je travaille, ce qui est quand même pas mal. Mais vu que l'équation a changé, j'étais pas au courant de parenthèse, j'avais pas vu. Est-ce que on a une chance de revoir Seas of Havoc peut-être en financement? On m'a déjà demandé, en effet, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que Seas of Havoc, c'est pareil, c'est un jeu qui est assez compliqué dans le sens où moi on avait lancé, c'était avec Fred aussi de Bad Test Game, on avait lancé un financement participatif qui avait fait 200 à peu près, 200 qu'on avait annulé parce que c'était pas assez. Le jeu est cher à produire. Pour le prix de vente conseillé. C'est un jeu très très sympa, vraiment pas mal. Enfin moi j'avais beaucoup aimé y jouer, j'ai fait plusieurs parties tests, j'ai beaucoup aimé y jouer, mais le problème c'est que sur ce type de jeu 500 ça va être compliqué à faire parce que je suis pas sûr qu'on arrive à avoir 300 en financement participatif et c'est vraiment le minimum pour pouvoir être à peu près cool, quoi, pour te dire bon ça va, on n'a pas le truc à la gorge, quoi. Et après faire un plus gros print pour que ça aille en boutique, on aurait une marge qui serait vraiment très très faible. Et pour un résultat qui est toujours celui de la vente boutique, on ne sait pas du tout comment ça va faire. Dans le style, il serait assez cher en boutique, j'imagine, oui. Pour ce genre de jeu, je pense. Ouais, alors c'est vraiment les jeux à plus de 30 € en boutique, faut vraiment faire attention, quoi. C'est compliqué, faut qu'il y ait eu un bon buzz avant, ou même y compris des financements participatifs, mais qui ait bien marché, parce que finalement en boutique il y a des jeux qui font 150-200 € qui vont marcher, et très très bien même parfois, mais globalement faut vraiment
soit une campagne ou un bouche à oreille qui soit extrêmement important et une aura un peu quand ça arrive, hein, soit un pouvoir marketing que nous on n'a pas pour pouvoir en faire parler du jeu, etc. Donc c'est quand même compliqué. Moi faut être de plus en plus prudent, hein, parce que les ventes, c'est quand même, les ventes en boutique, c'est assez difficile à notre niveau en tout cas. Ouais, alors, bon, j'avais encore beaucoup de questions, mais on va pas trop s'éterniser pour aussi laisser la parole à Gerder et à PA. Juste un point peut-être au niveau de la traduction, puisque la traduction, c'est quand même dans la localisation un sujet qui revient énormément. Et justement sur Babylon Apocalypse, j'ai vérifié, et il me semble que du coup la traduction, c'est Fred qui l'a faite. Et donc, c'est pas toi. Donc, peut-être t'as participé. J'imagine que vous faites t'as dû relire des trucs comme ça. Généralement, oui, on se partage un peu le boulot, ouais. Et globalement, je trouve que, moi, la traduction, je la trouve nickel, quoi. Et donc, on se dit toujours, voilà, entre guillemets, le petit éditeur où vous êtes à deux, vous faites tout à deux, et la traduction est nickel à côté de plus gros éditeurs. Non, ne dis pas leur nom, ne dis pas leur nom. Ils sont censés avoir plus de moyens, qui ont parfois des soucis. Bon, évidemment, toute proportion gardée, c'est-à-dire que forcément un projet narratif avec 50 pages de narratif, c'est logique. Et oui, mais enfin bref, quel est ton point de vue sur tout ce qui est traduction et tout ça? Alors nous c'est vrai que sur la plupart lors des coéditions, donc on travaille sur les trades à deux, Fred et puis moi. Bon, ça dépend en fait de généralement tout ce qui est un peu plus texte, ça va être lui qui va le faire. Moi je fais un peu plus les cartes par exemple parce que c'est des effets. Généralement c'est facile. Bon, on fait des erreurs, je veux dire tout n'est pas nickel. Sur Maximum Apocalypse, je pense qu'on en a fait une ou deux. Enfin, ça arrive. Alors le truc, c'est qu'on a quand même aussi beaucoup évolué. Alors maintenant que je rebosse un peu plus tout seul, mais on a quand même beaucoup évolué. On a eu beaucoup de coups de main, et là encore, Code a apporté aussi beaucoup, parce que finalement, il y a deux personnes qui sont beaucoup sur le forum, donc qui m'aident. Donc il y a Philippe Argou, donc qui est Gougou sur le forum Code, donc qui est quand même un des tauliers depuis un bon moment. Qui fait de la relecture, et puis il y a Olivier Ché aussi qui est Crimson, je crois que c'est Crimson Glacis ou quelque chose comme ça sur le forum, qui lui refait de la relecture, mais aussi depuis peu fait une relecture critique vis-à-vis de la traduction, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Au début, on se relisait avec Fred, et il y a des fois on pouvait passer à côté de choses, parce que c'est vrai que la traduction c'est quand même compliqué. Faut avoir le sens, faut avoir les mots, faut organiser ça correctement. Et puis en plus, quand tu te relis toi-même, globalement, tu passes à côté de tout. C'est un des trucs qui est compliqué à faire. Donc faut avoir quelqu'un de l'extérieur. Donc quand c'est généralement moi je relisais les parties de Fred relisait mes parties, mais on peut quand même passer malgré tout à côté. Et donc faut vraiment avoir des gens consciencieux, très rigoureux. Sur ces trucs-là, pour essayer de diminuer le plus possible les coquilles, sachant que malgré tout, il peut y en avoir. En plus, eux, c'est des coups de main bénévoles qu'ils donnent, donc c'est pas des professionnels, ils sont pas payés pour le faire. Donc voilà. Mais si on devait passer, passer par un traducteur professionnel, comme il y en a et qui font un très très bon travail. En fait, concrètement, nous, on n'a pas les moyens, parce qu'on se fait déjà des marges absolument ridicules par rapport à d'autres sur les localisations qu'on fait. On a déjà, on va dire qu'on se paye à mi-temps, entre guillemets. Donc si en plus il fallait qu'on ait un intermédiaire de traduction, on pourrait pas le faire, le jeu. Mais au sujet de la relecture, justement, parce qu'on en avait parlé la fois dernière, du coup on se demandait, on n'avait pas la réponse, si les relecteurs ont accès à la VO en même temps, où ils relisent uniquement ce que vous avez fait, parce que forcément tu peux louper des détails si tu n'es pas basé sur la VO, même si c'est bien écrit en VF. Et ça fait partie justement des choses qui ont évolué. Donc nous, au début, les relectures n'étaient que sur les VF. Donc si tu as des erreurs qui sont passées à travers, ce qui peut arriver, les relecteurs, ils lisent ce qui se passe. Alors ils peuvent s'interroger sur le sens d'une phrase, ou sur de toute façon s'il y a des typos, s'il y a des coquilles, etc. Mais évidemment, si nous on s'est trompé sur la traduction, c'est pas de leur faute, ils peuvent pas. Voilà. Alors depuis quelques jeux, donc ce que je dis là, il y a Olivier notamment, qui lui prend tous les fichiers en anglais et qui vérifie la traduction.
Et ce qui est assez, ce qui est très confortable parce que déjà, bon, on essaie quand même de faire un travail correct. On lui laisse pas des trucs trop merdeux quand même, faut pas exagérer. Mais il va regarder si la traduction est bonne, enfin s'il lui paraît bonne, en tout cas en tant que personne de l'extérieur. Et puis il va faire des propositions par rapport à des tournures, des propos. Alors t'as là déjà les propositions en termes de tournure de phrase sur d'une VF pure, hein, c'est-à-dire bon bah ce serait peut-être mieux si tu formulais ta phrase comme ça. Mais en plus sur une VO, il va se poser des questions sur bah oui mais là t'as traduit ça comme ça, est-ce que c'est vraiment ça, ou proposer d'autres tournures pour que ça fasse un peu plus joli, etc. Donc tout ça, il y a ce travail qui est amené. Donc en termes de qualité, enfin moi j'ai l'impression qu'on s'améliore beaucoup. Bon, ça reste pas parfait, mais on s'améliore beaucoup grâce justement à ces deux aides-là. Et bon après moi j'ai aussi une relectrice, ma conjointe, hein, qui est prof aussi, donc qui peut être amenée et puis qui écrit des bouquins un petit peu aussi. Je fais un peu de pub pour elle, Angélique Thyssen si vous voilà. Donc voilà. Exactement. Donc voilà, donc on essaie d'avoir un style qui parfois va être un peu plus littéraire dans certains cas que la VO, parce que des fois il y a des VO qui sont vraiment pas folichonnes, hein. Moi je donne toujours l'exemple de Thunderstone Quest qui est pas sorti finalement mais qui avait été entièrement traduit et travaillé. Les livrets de scénario de Thunderstone Quest, les premiers notamment, les textes de Fluff, c'est imbouffable, c'est absolument c'est horrible, les concordeurs de temps c'est pas bon, etc. Donc ça demandait un travail de fou pour essayer de faire quelque chose qui passait à peu près sans saigner des oreilles entre guillemets et des yeux, et bon voilà, donc bon, finalement le jeu est pas sorti pour d'autres questions, mais voilà, donc il y a ce dont on aurait pu parler aussi, bon, oui tout à fait, oui. Il y a plein de choses dont on peut parler évidemment, donc voilà, on essaie de faire au mieux, mais voilà, comme je le dis, c'est Olivier et Philippe, c'est pas des professionnels, même s'ils sont extrêmement rigoureux. Nous, on n'est pas non plus des traducteurs professionnels. Donc, ça reste malgré tout quelque chose qui est perfectible dans tous les cas. On n'a pas le niveau de traducteur, hein, ça c'est sûr. Bon, voilà. Après, on essaie de livrer quand même des jeux dont la qualité français est correcte, quoi. Bon, sur certains jeux notamment, j'ai aussi des backers qui ont participé, qui ont relu, qui ont pointé des trucs, etc. Parfois aussi certains connaissent les VO, donc quand il y a des problèmes, surtout sur les jeux Rock Manor Games, il y a des facs qui sont quand même généralement assez importantes. Voilà. Et donc, t'as pas toujours tous les éléments. Et il y a même des fois des trucs dans la fac, c'est comme ça, mais en fait, on t'a dit que c'était pas dans la fac, c'était bon. Enfin, il y a des fois, c'est un peu compliqué. Ah ouais, mais écoutez les retours des joueurs, c'est aussi un métier. Oui, non, mais oui, et puis il faut les accepter, mais je pense qu'on sera amené à en discuter. Moi, j'aime beaucoup, et puis je pense qu'il faut rester très humble par rapport à quand on est voilà, éditeur et qu'on utilise le crowdfunding, parce que en gros, si on n'est pas capable d'entendre ce que les joueurs ont à nous envoyer à la figure quand on a fait des erreurs, faut arrêter le crowdfunding. C'est-à-dire, faut aller en boutique, parce que on n'a pas d'intermédiaire. On est bien content de prendre les sous entre guillemets globaux qui vont arriver. On prend toute la somme, on prend toute la marge. Par contre, on veut pas entendre que on a fait des conneries. Bon, faut être honnête un peu quand même. Faut dire, si on fait des conneries, faut les accepter. Faut dire que oui, on a fait des conneries. Et puis on essaie derrière de pallier les conneries qu'on a pu faire, comme on a pu avoir comme problème sur certains jeux où il faut parfois réimprimer des cartes, etc. Ou des plateaux, enfin plein de choses, ouais. Eh ben merci, en tout cas. Donc, comme je le disais, j'avais pas mal de questions, mais je pense que de toute façon, les sujets qui vont être abordés maintenant devraient te plaire. Donc, je propose que qu'on poursuive avec PA qui a envie de nous parler, je pense, d'un jeu aussi avec une bonne narration émergente. Alors, on peut peut-être commencer dans ce cas-là. Alors, si on parle de narration émergente, je pense qu'on peut parler de Nemesis. C'est de ça.
Ok. Alors Némésis, comment est-ce que ça a commencé? Un jour, je me promène à Paris après le boulot en me disant bah tiens, qu'est-ce qu'il y a comme gros jeux dans des boutiques experts qui sont un peu sortis, qui pourraient être sympas. Et donc je tombe sur une grosse boîte et je me dis de loin tiens c'est marrant, on dirait un jeu basé sur la licence Alien. Pas du tout, mais en fait si. Et donc je lis le dos et je m'aperçois que c'est un jeu plutôt sympa où effectivement, bon maintenant c'est un monument ludique depuis, à l'époque je connaissais pas. Où en fait je découvre qu'on peut se retrouver dans un vaisseau semi-amnésique, jouer à un certain nombre de gens et il faut qu'on survive à un organisme qui est dans le vaisseau qui grossit de plus en plus et qui a décidé de nous boulotter. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que non seulement il est surproduit comme pas possible, c'est une ambiance en termes de miniatures, de cartes, de plateaux de jeu, etc. Mais outre sa belle présence sur table, il y a une mécanique super intéressante qui consiste à pouvoir trahir les copains pour pouvoir survivre à leur place. On a par exemple, chaque personnage a des pouvoirs un peu différents, le pilote, le capitaine, etc. Certains peuvent forcer d'autres persos à faire d'autres choses. Par exemple, je me rappelle d'une partie où moi j'ai joué un mécano qui bouge moyennement vite, mais qui est le seul qui peut passer par des conduits de ventilation. Et j'ai pu encourager quelqu'un à aller visiter une pièce, ce que la personne a fait. Et je savais qu'il y avait une créature qui avait décidé de faire de nous son dîner. Et bien en fait j'ai pu fermer la porte tranquillement et après continuer mon chemin et voir ce qui se passe. Bon, la personne a survécu, tant mieux pour elle. Finalement on a été forcés de survivre ensemble. Qui a généré certaines tractations intéressantes, avec quelques petits surnoms un peu fluff. Mais c'est un excellent jeu parce qu'on peut soit jouer full coop, soit semi-coop, et on n'est jamais vraiment sûr de ce qui va se passer. Parce qu'en fait, il y a une mécanique intéressante. Après quelques tours de jeu, on a deux objectifs. Et on va choisir celui qu'on veut garder, qui est celui qui est soit coopératif, soit plutôt orienté corpo, et donc qui consiste à trahir un ou plusieurs autres joueurs. Donc ça c'est très intéressant. Je pense que c'est un excellent jeu. Alors il a eu beaucoup d'extensions. Il a eu une extension qui s'appelle Carnomorph, qui elle est plutôt axée sur des créatures un peu moins fortes au début, mais qui ont la capacité de manger des cadavres et qui donc grossissent progressivement jusqu'à être quasiment inarrêtables. Donc là on n'est plus du tout sur un finish alien, mais sur quelque chose de beaucoup plus catastrophique. J'avais fait des stats, on gagne en général une partie sur 3, une partie sur 2, voire une partie tout court sur 5, donc ça se passe assez mal. Mais il y a d'autres extensions. Enfin, toi Gurder, je sais que tu as joué à plusieurs parties aussi. Tu peux peut-être un peu raconter soit tes parties, soit les extensions auxquelles tu as joué. Pour te donner un point de vue. Ouais, alors les aliens de base sont très bien, ça y a pas de problème. Pour rebondir sur les extensions, les Void Seeders sont vraiment super. À part je trouve les sculptures qui sont complètement dégueulasses. Mais que j'ai pas du tout aimé. Mais par contre leur mécanique de parano, de terreur psychologique marche vraiment très très bien. Donc on joue pas du tout de la même façon. Et ça c'est assez fort, je trouve, d'ajouter sur un jeu qui marche déjà très bien, d'amener un élément mécanique qui va en remplacer un, et juste ce remplacement d'éléments va complètement changer la façon qu'on a de jouer au jeu. Et sur deux setups identiques avec deux aliens différents, on jouera vraiment pas du tout de la même manière. Donc ça vraiment c'est chouette. Je me souviens qu'on avait fait une partie à la maison, il y avait Lutin, alors sur les gens du forum, il y avait Cordo et puis Yo-Yo 37. Et on avait fait une grosse partie à 4. Et j'avais gardé un agenda pas sympa, j'étais censé tuer le joueur numéro, je sais plus, genre 2. C'était Yo-Yo et il se retrouve à un moment dans une pièce, je crois qu'elle était jaune. Et moi j'avais la possibilité en fait de l'isoler complètement dans cette pièce et de déclencher une espèce d'évacuation qui allait le propulser dans l'espace au début de mon prochain tour. Et c'était mort, il avait aucune chance de s'en sortir, sauf qu'il avait pile dans sa main une carte qui permettait de forcer l'ouverture d'une porte. Et c'est vrai qu'après c'était un petit peu compliqué lui et moi. Le reste de la partie c'était difficile. C'était difficile. Mais du coup ouais ça a donné une partie magique et je trouve que c'est peut-être ça la force de Nemesis, c'est de réussir effectivement à créer des parties dont on se souvient.
Moi, les parties de Nemesis, je m'en souviens. Je me souviens même quand j'y joue seul, que je joue avec 2 persos, je me souviens de cette partie avec la capitaine et la pilote, enfin le capitaine et la pilote. Il y a vraiment des histoires qui se créent et pour le coup je m'en souviens. Alors j'y joue pas non plus, je joue pas non plus une partie de Nemesis toutes les semaines, mais je trouve que c'est la grande force de ce jeu. Ça imprime durablement des histoires dans la tête, quoi. Et pour ça c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est un peu comme certaines parties de jeux de rôle, tu te rappelles très longtemps après de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a un gameplay émergent. Moi, j'avais eu, pareil, un pilote qui était allé changer les coordonnées pour qu'on aille justement vers la Terre. C'était un des buts de l'équipe en général pour survivre. Et puis, comme d'habitude, dans tous les autres jeux, il trahit. En fait, je suis allé vérifier avec mon mécano en passant par des conduits d'aération. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, non, j'ai un truc à faire dans cette zone-là. Donc, je vais vérifier. Et en fait, pour une fois, il avait voulu aider tout le monde. Donc c'était super drôle parce que ça génère des situations absolument impossibles. Je sais pas si vous y avez joué un petit peu. Bah, David, peut-être, je vais laisser... Oui, je l'ai. Alors, le truc de Nemesis, c'est qu'il faut quand même le groupe de joueurs qui va bien. Moi, j'y ai joué avec mon fils et mon beau-fils qui était un petit peu jeune à l'époque encore, et on a plutôt joué en coop, et je le trouve, il y a moins de sel, je trouve quand même en coop qu'en semi-coop. Mais bon, après voilà, c'est un très très bon jeu aussi. Ouais. Typiquement jeu que j'apprécie aussi. Hein, ce qu'on disait, c'est à peu près ça. Mais d'ailleurs, pour faire le lien avec ce type de sensation, moi c'est déjà des sensations que j'avais. Alors, je connais pas, j'ai pas joué à Battlestar Galactica, hein, c'est un rôle caché, mais à Dead of Winter, par exemple, on retrouve un peu ce type un peu moins fort peut-être, mais où on va se retrouver avec un traître qui finalement, on pensait qu'il était avec nous, et puis en fait c'est un traître et il fait capoter. Ah bah lui il a gagné alors que nous on a tous perdu. Mince, on a tous perdu. Ah bah non, moi j'ai gagné. D'accord. C'est un peu ce truc là qu'on retrouve, que je trouve assez excellent. Ouais. Moi, c'est comme tu disais en fait, hein, c'est-à-dire c'est une question de public. Donc malheureusement j'ai le jeu, mais j'ai pas encore pu le sortir. En fait, soit on est plus nombreux et donc on pourrait y jouer, mais on est trop nombreux pour y jouer. Soit en petit groupe, les personnes avec qui je joue régulièrement ne sont pas fans de ce style de jeu. Mais je désespère pas. C'est un jeu que, avec tout ce que j'en ai déjà entendu, je dois absolument tester avant de penser à le revendre un jour. Et mais par contre, j'ai lu quand même récemment sur le forum quelqu'un qui parlait d'un mode coop et que ça se passait bien quand même. Maintenant, oui, je pense que malgré tout ce genre de jeu prend toute sa saveur en semi-coopératif. Le semi-coop, il crée en fait la double tension, parce que tu as la tension déjà qui est créée par les aliens et le développement de, j'allais dire le Chaos Bag, merci l'altération, au revoir Arkham. L'espèce de petit sachet de développement des aliens, t'as une première tension où tu sais pas d'où est-ce qu'ils vont arriver, t'entends du bruit, il y a cette tension-là, mais c'est vrai que la double tension avec le fait de pas savoir ce que les autres joueurs vont faire, ça crée quelque chose d'assez unique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a même une troisième façon de jouer. Alors ça, il faut avoir la version crowdfunding, mais il y a un mode où quand on est de nombreux joueurs, on peut très bien, soit quand le premier joueur meurt, soit parce qu'il y a trop de joueurs sur la table, donner le contrôle des aliens à un joueur ou une joueuse. Alors là, le problème, c'est que si on le fait, la difficulté, elle croît de façon exponentielle. Mais par contre, la personne qui joue les aliens se régale. Et toi, donc, t'as plus qu'à courir avec tes potes en espérant survivre. Ça se passe en général beaucoup moins bien. Je connaissais pas du tout ce mode. Et qui a déjà joué à ce mode? T'as déjà testé? J'ai déjà testé et en fait, ça se passe pas bien du tout. Faut être du bon côté, du côté alien en l'occurrence. D'ailleurs, il y a eu, alors ce jeu il est très intéressant parce que il y a une suite, hein, donc Nemesis Lockdown, qui reprend en fait, c'est vraiment techniquement une suite, ça se passe sur Mars, dans une base, avec d'autres survivants, d'autres types d'aliens, c'est très différent. Il y a des mécaniques supplémentaires type jour-nuit, alors je suis assez partagé. D'un côté, on peut faire beaucoup plus de choses, et des nouveaux persos qui sont intéressants. De l'autre, il y a plus de manipulation, et donc en fonction des groupes de joueurs, soit des gens vraiment très habitués s'éclatent davantage parce que c'est plus complexe, gérer l'électricité, etc., soit ça enlève un peu d'immersion pour ceux qui sont plus roleplay, discussion et autres, et donc ils divisent un peu parce que soit les gens l'adorent et remplacent leur dans ce jeu-là. En général, ils le revendent,
Et du coup, ils gardent l'original. Je sais pas dans quel cas vous êtes. Moi j'ai revendu Lockdown, j'ai pas aimé. Le truc que j'ai bien aimé, c'est la nouvelle gestion informatique avec le deck des cartes ordinateurs. Après, pour le reste, la gestion de la lumière sur le papier, c'est une bonne idée. Moi, j'ai trouvé que c'était plus une contrainte un petit peu chiante. Tu vois, genre comme descendre les poubelles, quoi. Genre, faut rallumer la lumière. Bon, ça saoule un peu, quoi. Puis voilà, trop, je trouve peut-être trop proche. Trop Nemesis, voilà, 2.0. C'était pas pour moi une vraie. C'était pas pour moi une vraie suite. Je m'attendais à un truc quand même un peu plus avec plus de nouveautés, plus de différences, et j'ai pas été soufflé. Je trouve clairement que ça faisait doublon. Ouais, je te comprends. C'est vrai que ça fait plus 1.5, surtout vu la place que ça prend dans les étagères. Ouais. J'ai fait le même choix. Je sais pas si vous en aviez entendu parler ou vu des copains y jouer, David et Mata. Ah, ben moi, comme j'ai pas testé, forcément, j'ai pas testé. Pas encore. Je peux pas te dire. Ouais. J'ai pas Déjà testé. que moi, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, justement, j'allais te faire. Non. Ouais, pardon. Moi, vu que le premier sort pas assez, j'ai pas fait la suite. Je me suis dit, ça sert à rien. J'ai pas les moyens de mettre 200 € dans un truc qui va pas servir. Par contre, il y a le 3 qui me semble assez intéressant. Je sais pas si vous avez backé le 3, qui a l'air d'être un petit peu différent, mais bon, je l'ai pas backé non plus. Bon, il devrait sortir en boutique, donc à ce moment-là, je verrai, mais... Effectivement, là, Voilà. ils ont créé une différence dans celui-là, justement, puisque l'order disait, oui, j'ai l'impression d'avoir le même jeu. Ici, au moins, ils ont fait quelque chose de différent. Après, est-ce que ce sera bien? Je sais pas. Moi, personnellement, j'étais moins intéressé. Donc, je ne sais pas... De toute façon, comme je dis, j'ai pas fait le premier, donc on va pas épiloguer. Bah, mais... Il y en a qui le font pas et qui ont les 3, hein. Pacioli, il a 900 € en détente. Ouais. Grave. J'ai hésité en fait. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a été très smart, qui a dit durant la campagne de crowdfunding, il a dit bon au fait, quelle est la place que ça prend sur la place d'autres trucs, parce que ça a l'air grand. Et donc l'éditeur a répondu, j'ai oublié les précisions exactes, donc moi j'ai pris mon mètre comme ça, je suis allé voir toutes les tables qu'on avait et j'ai dit il va falloir 2 tables ou changer de maison parce qu'on peut pas poser les murs. Et donc j'ai dit bon, ça a l'air super les gars votre truc, mais j'ai pas une maison, on est en France, tu vois, j'ai pas une maison avec un dimension américaine. Honnêtement il te faut une baraque de 150 200 mètres carrés avec un salon de 35-40 mètres carrés. C'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas backé à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils ont dit ça a l'air d'être un super remplacement de jeux type Space Hulk et autres. Ils ont aussi comparé ça à Alien 2, du coup, tu tires dans tous les sens. Mais il te faut une place absolument incroyable pour jouer au jeu. Sans compter qu'en plus, comme tu as les plateaux de joueurs qui sont très beaux mais qui sont assez grands, si jamais tu joues à 6, c'est compliqué quand même. Donc je pense que ça va pas forcément trouver son public en Europe à cause de la place. Il y a des gens quand même, pour le LOL, ils ont pris des photos qui ont joué par terre pour pouvoir avoir assez de place pour jouer. C'est ambiance. Mais justement, je montrais ici la page de campagne, et c'est vrai que quand on va sur leur page de campagne, la quantité de matos, c'est toujours quelque chose d'effrayant, quoi. Ouais. Bah, c'est effrayant, mais en même temps, c'est Awaken Realms. Aujourd'hui, Awaken Realms, s'il lance une campagne avec un matos contenu réduit, les gens vont crier au scandale. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Awaken Realms, tu t'attends qu'à ça. Tu t'attends à avoir des pledges avec 18 boîtes. Donc, oui, si, ça leur ressemble, quoi. Je pense que comme les gens veulent absolument en avoir pour leur argent, que ce soit en quantité, en nombre d'heures, en qualité ou en moments remémorés, là comme ils achètent du matos, enfin de la déluxification, s'il n'y a pas la déluxification, je pense que ça va hurler au scandale. Ouais, Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous avez constaté ça aussi. Mais bon, quand on regarde comment ça s'appelle déjà les châteaux de Bourgogne ou ce genre de jeu, c'est des boîtes très amusées, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai fait, surtout au début de mon histoire de crowdfunding, j'ai fait pas mal cette erreur-là, parce que j'ai envie de dire au final c'est une erreur, hein. La qualité d'un jeu se voit au nombre de parties qu'on en fait, pas à la quantité de matos et au nombre d'heures prévues
qui sont dedans, mais effectivement, j'avais beaucoup tendance à me dire, waouh, on me propose à 100 € un jeu avec 200 heures de jeu, quelle merveille. Mais bon, si c'est nul et que je l'ai fait jamais, voilà, c'est pas forcément très intéressant non plus, mais c'est pour ça que les campagnes de Waken Rim, j'en suis un peu revenu. Bon, là, comme on l'avait dit au premier podcast, je crois. Non, la semaine dernière. Enfin bref. Agricola, ça. Voilà, je vais me prendre là avec son. Agricola zombie, c'est ça? Ah non, même pas. La Deluxe d'abord et après la zombie, on verra si c'est intéressant ou pas. Ah, il serait capable d'avoir fait un truc super génial. Hein. Parce que, bon, ça en chie partout, mais bon, généralement, au final, il y a quand même des expériences de jeu qui sont assez intéressantes, malgré parfois des retouchages de règles en cours de campagne qui sont un peu... on peut se questionner un petit peu sur les trucs, mais ouais, moi c'est là que ça fait partie des éditeurs que j'aime bien suivre, auxquels à part Tainted Grail et Nemesis, j'ai pas d'autres jeux de chez eux parce que j'ai pas les moyens d'en acheter 36 000, mais bon, généralement c'est des jeux qui offrent un certain nombre de promesses ludiques et qui sont intéressantes, quoi. Mais bon, je suis pas complétiste non plus en plus. Moi. Pardon, je suis pas complétiste, donc moi généralement je prends que l'accord. Généralement, c'est à peu près. Et puis voilà, il y a qu'à Tainted Grail où j'ai pris les extensions parce que je m'étais dit vraiment ça correspond. Et en fait, j'ai même pas fini encore l'accord. J'en ai fait que la moitié. Donc. Et pourtant, dans tes campagnes, bah, tu proposes la totale en général. Donc, ouais. Ah bah parce que les gens veulent ça. Non, mais alors globalement, oui et non, parce que généralement j'essaie parce que souvent quand on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on peut offrir, etc. Il y a toujours des trucs à la con que tu peux offrir, que tu vas même pas offrir, que tu vas faire acheter aux gens. Et globalement, j'essaie d'éviter ce genre de trucs qui vont alourdir la facture, parce que ça marche très très bien parce que les joueurs sont demandeurs des Deluxe, mais moi c'est vraiment pas mon truc en fait, et j'ai beaucoup de mal à aller sur ce genre de truc, mais bon, je préfère à la limite offrir des alternatives ou des cartes en plus ou des trucs comme ça, mais faire payer, j'ai plus de mal, mais bon après c'est mon point de vue, hein. Ouais, tout à fait. Est-ce que PA, tu as encore des choses à dire sur Nemesis? Non, j'attendrai juste les premières photos d'arrivée des gens qui vont recevoir leur pledge et voir comment est-ce qu'ils se dépatouillent pour y jouer. Je pense que ça va être un grand moment ludique et architecture d'intérieur. De toute façon, je dirais que c'est quand même un éditeur qui maintenant, il y a tellement de gens qui pledgent que il y a moyen en général de retrouver des pledges à l'arrivée à un prix raisonnable. Donc, même si on raisonnable, je sais pas, mais sur Nemesis par exemple, c'était pas raisonnable du tout. Ah, mais c'est parce que Nemesis il est plus du tout fait en français en fait. Parce que Nemesis il est plus du tout, il n'existe plus. Non mais je parle des premiers, c'est-à-dire des Nemesis, la première boîte qui était sortie en français. Je me souviens au moment avant que ça sorte chez Funforge en version boutique, les Nemesis, rien que la corde, on avait pour 200 balles sur Ocaseo quoi. Donc non, ça commence à monter fort. Non, après ça s'est calmé parce que c'est sorti chez Funforge et puis bon, tout le monde y avait plus ou moins accès, mais au début non, c'était compliqué, hein. Ouais. Mais je croise encore des prix sympas en boutique, hein. Je passe devant, je dis ouh, il faut casser le PE pour le jeu. C'est quand même embêtant. Et donc on va enchaîner avec le sujet de Girder, donc qui avait envie de nous parler, tiens donc, d'un deck building, c'est étonnant. Ouais. Bah oui, parce que je suis en train de faire Aeon Zen The Descent, qui est génial, qui est vraiment super. Et quand je l'ai commencé, je me suis souvenu en voyant ce petit livret, je me suis dit ah merde, il y a du narratif, il va y avoir une histoire à lire. Attends, je t'interromps, mais du coup de 17, c'est à quel moment? Enfin, c'est quelle extension? C'est une campagne? C'est quoi? C'était l'avant-dernière campagne, vu qu'il y en a une en ce moment. Donc c'est la vague numéro 1, 2, 3, 4. Je dirais 5 si on compte pas les Legacy. Et si on considère que Past and Future c'est une vague, je sais pas, vu que c'était une demi-boîte, je sais pas ce qui leur est arrivé cette année-là, ils se sont dit tiens on va sortir une demi-boîte. Mais donc c'est pas en français, c'est ça que tu dis. Donc ça, c'est non. D'accord, voilà. Ok.
Parce que je crois que le Legacy of Greyvold, il est toujours pas traduit en français, donc non, ça va pas arriver avant un moment. Mais ouais, donc il y a du narratif dedans, et je me suis dit putain merde, il y a du narratif, ça va être chiant et pas intéressant. Et en fait si ça va, c'est cool. C'est cool parce que ça fait la jonction avec le premier Onzen, et en fait on comprend pourquoi. Sur le premier jeu, où pour le coup il y a pas spécialement de narration, on comprend pourquoi les gens sont sous terre dans la ville de Gravehold. Donc ça fait une petite boucle sympa, c'est bien écrit. Bon, en termes de qualité d'écriture, ça va. Mais bon, techniquement, on joue pas à Onzen pour son histoire. Mais moi, je suis toujours ébahi devant cette gamme, parce que je me dis, bon, alors on va encore avoir 6 Nemesis, 8 mages, ça va être en gros les mêmes mécaniques, et bah non, ils sont trop forts. Non, c'est encore des nouvelles mécaniques, les mages sont super, les Nemesis sont cool, ça se renouvelle à chaque fois. Moi, je m'ennuie pas. La grosse mécanique qu'ils ont rajoutée qui est vraiment bien, j'avais un doute, c'est le système de Friends and Foes, où tu peux te rajouter en fait à 2 petits plateaux, un plateau d'un pote, et puis d'une créature qui vient aider la Némésis. Et tu peux moduler comme ça la difficulté du jeu en te disant, bah si je trouve le jeu trop difficile, bah je rajoute juste le plateau ami qui va venir me filer un coup de main pendant la partie. Si tu veux compliquer, t'enlèves l'ami, tu mets que le soutien de la Némésis, et puis pour un truc équilibré, tu mets les deux. Et du coup, bah, ça rajoute plein de trucs. T'as des bannières, des drapeaux que tu peux rajouter. Et en fait, au début, je me suis dit, ah putain, ça va être un petit peu lourd. Et pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, je pledge plus de Eonzen parce que j'en ai assez. Et en fait, ils sont tellement forts que je vais pledger la dernière campagne. Ah, ils sont voilà. Donc, je les remercie pas, mais si, enfin, vraiment, pour le coup, je suis surpris après avoir été comme beaucoup déçu par le Legacy of Gravehold, qui était quand même pas terrible, qui était plutôt moyen. Parce que déjà c'est pas un vrai Legacy, je trouve, par rapport au premier Legacy où on créait son mage, on mettait des stickers partout, c'était vachement bien. L'histoire était vraiment à chier. Mais là du coup c'est vraiment une bonne pioche de Dissent, c'est vraiment bien. Donc c'est que de la VO. Si vous le trouvez, ce sera sur Ocaseo, ou en ce moment, bah du coup comme ils font ça, on peut prendre les anciennes vagues sur la campagne de GameFound. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis bah pour ceux qui ont des doutes, s'ils n'avaient pas eu les infos, oui, c'est de l'anglais facile, c'est pas grave. La narration, vous pouvez passer à côté, il n'y a pas du tout besoin de lire l'histoire pour jouer au jeu, c'est complètement accessoire. Et après c'est vraiment que du wording assez simple, donc il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau. Donc foncez, c'est très bon. Il commence à y en avoir pas mal quand même. Quand on regarde. Moi, c'est un peu plus fat qu'au début, mais ça va quand même. La totalité maintenant, ça revient à, juste par curiosité, $665. Pareil. Toujours moins que les 3 Nemesis. Ouais, mais c'est comme souvent quand tu tombes dans une gamme qui te plaît et que t'arrives en retard. C'est comme quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui dit, ah bah tiens, j'étais sur Arkham JCVE chez un copain, j'aimerais bien acheter l'intégrale. Ah oui, c'est possible. Oui. C'est un peu cher. Oui. C'est un petit peu cher. Et toi, David, je sais pas si tu joues à Aeon Cent, si c'est un jeu qui... Ouais, alors j'ai failli l'acheter à plusieurs reprises. Et parce que j'aime beaucoup le deck building aussi, puis ça avait l'air d'être assez chouette. Mais c'est vrai que la mécanique de base c'est de remettre le deck, de pas mélanger son deck, etc., de programmer un petit peu. Ça, il y a un truc moi j'avais un peu de mal à me dire. Je vais pas être assez assidu, assez stratège pour réussir à coller mes cartes dans le bon ordre pour que ça arrive au bon moment, etc. Enfin, il y a un truc comme ça. Je veux pas dire de conneries sur ce jeu-là. Maintenant, t'es pas obligé de te prendre la tête pour le faire non plus. Hein, ouais, mais enfin, si c'est pour se prendre une rousse parce que justement t'as pas bien fait ton deck, bon. Non, bah après, je trouve que le jeu avait l'air vraiment très très sympa, mais non, je l'ai pas, et non, je l'ai pas celui-là. Bah, le jeu, ouais, il a un petit côté. Je trouve qu'il y a quelque chose un petit peu. Alors, j'allais dire comme Nemesis, c'est pas vraiment ça, mais il peut vraiment procurer parfois des moments assez épiques. Dans tous les sens du terme, quand on se prend une rousse ou quand on gagne, quoi. Parce qu'au début, on est là, on lance ces petits sorts qui font un point de dégâts, on est ridicule. Toi, tu mets des petits coups de pique apéritif dans les côtes de la Némésis, ça fait rien, et puis tu dis, bon, bah, je grignote petit à petit.
Et en fin de game, tu peux lancer des combos qui sont redoutables où tu fais 40 points de dégâts en un seul round. Donc c'est assez jouissif de se dire ah bah tiens j'ai monté mon moteur de jeu comme il faut. Et puis ouais, les combinaisons, le fait que ce soit modulaire, les combinaisons sont quasi infinies quoi. Donc entre parenthèses, heureusement que j'ai insisté, parce que moi je me souviens de ma toute première partie, la partie d'initiation qui est proposée par le jeu, et c'est un peu comme tu dis, et j'ai eu l'impression de mettre des petites piques pendant toute la partie, pour un petit peu plus, et ça a duré une plombe, et heureusement que j'ai insisté en me disant c'est pas possible, tout le monde dit que ce jeu est génial, et que oui, quand tu commences à jouer avec d'autres cartes de la boîte de base, c'est pas juste le setup de l'essai, quoi, de l'initiation, heureusement que... heureusement que j'ai persévéré parce que le début c'était mal. Bah ouais, il y a une courbe d'apprentissage. Hein. Il y a une courbe comme dans tous les jeux, c'est pas spécialement spécifique à Eon Zen. Il y a une courbe d'apprentissage, mais effectivement, comme disait David, oui, faut accepter le délire de prendre sa défausse et de la replacer à l'envers. Après, j'ai jamais essayé de jouer au jeu en faisant la règle maison de dire bah tu fais comme n'importe quel DB, tu mélanges ta défausse, tu refais ta pioche et puis voilà. D'un point de vue mécanique, il y a rien qui empêche de jouer comme ça, absolument rien. Je sais pas ce que ça ferait d'ailleurs. Alors l'avantage quand même de pouvoir placer ces cartes comme on veut, c'est de se dire ah bah tiens cette carte je l'utilise, elle combote bien avec ce truc, donc je vais les coller dans ma défausse au moment de défausser mes cartes. Comme ça j'ai une chance. C'est pas sûr qu'elles retombent toutes les deux dans ma même main plus tard, parce que comme on pioche un certain nombre de cartes, il suffit que la dernière carte que tu pioches ce soit une des deux et que la prochaine elle arrive au tour suivant, et ça te casse tout ton plan. Donc ça fait partie des ouais un petit peu. Non, tu peux jouer en mode complet geek quoi. Tu comptes les cartes et tout. Ah oui c'est la 9e et la 10e donc je peux les mettre. Ouais, après si c'est pour trop se prendre la tête, tu perds un peu de la spontanéité et du plaisir de jeu, quoi. Et toi, Moi, j'ai découvert le jeu un peu comme ça, c'est-à-dire qu'avec ma femme, on regardait la boîte de loin en se disant ah, on n'est pas sûr, l'illustration, ça a l'air dans nos goûts, mais c'est quoi ce truc? On a regardé derrière, faut gérer son deck, on n'est pas sûr de vouloir jouer comme ça. Donc on a mis 2 bonnes années à y venir. Et puis finalement, quand on a testé, au final, on a fait la première partie, on s'est dit ouais, on sent qu'il y a un truc. On a retesté. Et c'était super intéressant parce que en fait on a eu un tour pas classique où alors pour ceux qui connaissent ça, en fait tu mélanges les cartes de tour entre les joueurs et les Némésis, donc les et peut-être je sais pas qui va jouer en premier ou en dernier. Et en fait on a eu un tour où la Némésis elle a joué 2 fois en dernière et puis le tour d'après elle a joué 2 fois en première. Ça pique, hein. C'est pris une rousse intergalactique, littéralement. Et on a dit, et donc après on a commencé à faire attention à nos cartes. Et depuis, c'est vrai quand on veut mélanger, quand on veut augmenter la difficulté, on prend n'importe quel type de gemme, de sortilège, etc. et on voit ce qui se passe. On veut être un peu plus stratégique, on la rend plus difficile et nous on choisit ce qu'on aime bien. Et en fait, c'est très sympa parce que la difficulté est modulaire, on découvre des combos de folie. Qui gagne souvent au poil de cheveux près pour être payé, on va dire, le dernier tour avec le dernier point de vie. Et du coup, c'est assez sympa parce qu'effectivement, t'as des petits moments épiques comme ça, assez imprévus, où tu te dis ça va le faire et en fait, non, l'ennemi le voit, ça le fait pas du tout. Et c'est très sympa. Une fois que t'as bien compris le moteur, que t'as trouvé ton mage, ce que t'aimes, quel type d'ennemi, tu peux vraiment faire des parties assez incroyables. Donc, très très gros plaisir de vue et là où je te rejoins, Girder, c'est que plus tu découvres le reste de la gamme, plus tu te dis c'est pas possible, ils vont pas y arriver, ils vont pas se renouveler. Et en fait, c'est... Bah si. Bon, après, ils sont partis sur des mages de base qui font des choses assez simples. T'actives les charges de ton mage, tu soignes Greygold de 4-5 points de vie. Bon, voilà, c'est simple, c'est basique. Donc forcément, je pense qu'ils avaient un boulevard pour créer des mécaniques un petit peu plus intéressantes. Donc ouais, maintenant selon le type de Némésis, selon son niveau de difficulté et si tu veux la jouer en hardcore, c'est vrai que c'est sympa toute la partie pré-game où tu vas dire bah on va plutôt prendre tel ou tel mage parce que la Némésis joue comme ça, puis on va peut-être mettre telle gemme, telle relique et ça cette partie de préparation de game elle est plutôt sympa. Complètement d'accord.
D'accord. Du coup, un gros fan de jeux et de deck building en général, mais très content de l'avoir enfin découvert. Bon, c'est malin, je vais l'acheter maintenant. Ah non, il est très bien ce jeu, il est très bien. En fait, si t'aimes bien les deck building, en plus c'est Ouais, j'aime bien. un genre deck building coopératif. Parce que, oui, moi j'aime beaucoup les deck building, mais ils sont pas toujours coopératifs. Non, c'est pas beaucoup. Si je me trompe pas, tu vas devoir bientôt nous quitter, oui, David. Tout à fait. Je sais pas si tu veux parler d'un truc, donc un projet que tu vas faire en exclusivité pour nous. Sans exemplaire. Sans, je pense que j'arriverai pas à trouver l'imprimeur, mais bon, je pense que de toute façon les gens qui connaissent et qui me suivent sur Code connaissent à peu près mon actualité, donc là on est, je travaille sur ma première création en fait, sur laquelle j'espère bientôt proposer des Tabletop Tycoon à certains des codiens qui se sont exprimés, qui étaient intéressés. En gros, le pitch, c'est on va jouer Deadwood dans les années 1880, et il y a des trucs surnaturels, donc c'est un petit peu une sorte de Deadlands, un petit peu. Donc voilà, donc c'est mon premier truc, un jeu coopératif aussi, première création, donc cool. Voilà. Ah bah écoute, on verra ça. Et, voilà. Et peut-être un projet en crowdfunding actuellement qui t'intéresse, que tu as eu envie de backer moi je suis beaucoup, parce que ça m'intéresse, les solo Game of the Month de Gabe Barrett. Il y avait Paranormal, et j'espère que celui-là je vais réussir à le localiser, parce que j'aime beaucoup. C'est un jeu solo, c'est un univers très geek, très gamer, avec des mécaniques de lancer de dés, enfin un truc auquel je suis très très mauvais mais que j'adore. Et voilà, donc je pense que ça c'est un truc qui est assez intéressant. Je le suis plutôt pas mal. Moi j'évite maintenant les gros Awaken Realms, je regarde des pages, je bave un peu et puis je coupe la page parce que c'est pas possible. Financièrement j'y arrive pas. Mais ouais, sinon, non, il n'y a pas de campagne vraiment qui m'est marquée. La dernière qui m'avait vraiment intéressé, c'était Blood, je crois, de chez Ludus Magnus. Mais bon, a priori, il y a quand même un certain nombre de questions sur cet éditeur, donc de toute façon, j'ai pas encore franchi le pas, mais ça avait l'air d'être assez sympa, ça. J'avoue que ça me tentait bien. Voilà. La chose. Ah bah écoute, merci, donc en tout cas, merci de ta présence et d'avoir partagé toute ton expérience sur la localisation, voilà. Donc peut-être à une prochaine fois pour la suite. Quand vous m'inviterez, pas de souci. Que j'avais, voilà. Merci à vous. À bientôt. Salut David. Au revoir. Salut David. Alors, donc... nous ne sommes plus que tous les trois, donc je ne sais pas, désolé, du coup j'ai un peu coupé le truc sur Eonsen, je ne sais pas si vous avez encore des choses à nous partager sur The Descent, peut-être approfondir sur The Descent. The Descent, The Descent, la grosse nouveauté, voilà, c'est le système de Friends and Foes, qui est vachement bien, qui va être forcément poussé dans, je crois que c'est Beyond the Breach, le nouveau, donc il y en aura des nouveaux. Ce qui est cool en plus, c'est qu'une fois que tu les as, tu peux les intégrer techniquement même dans n'importe quelle partie, tu vois, partie de Nemesis, War Eternal ou Outcast, tu peux rajouter les Friends and Foes, il y a rien qui empêche de le faire, donc encore une fois, c'est une petite couche de modularité supplémentaire. Et puis après cela dit, voilà, c'est du Aeon Zend, donc c'est très bien, il se renouvelle. Mais ça reste du Aeon Zend, donc j'ai envie de dire, pour ceux qui aiment bien le jeu mais qui ont peut-être 1-2 boîtes et qui se disent ça me suffit, très honnêtement il n'y a aucun intérêt à prendre The Descent ou Beyond the Breach. Enfin, on est dans le stade du complétisme complet. Bah, toi qui es un gros joueur d'Aeon Zend, t'as joué vraiment à toutes les boîtes, toutes, oui. Je me doute que t'as pas fait peut-être toutes les combinaisons imaginables, c'est impossible. Ah non. Voilà. Voilà, donc t'as eu quand même l'occasion de poncer pas mal toutes les boîtes. En termes de combinaison sur le rangement, en fait, j'ai rangé les vagues par 2. Donc en fait, la boîte de base et War Eternal sont ensemble.
Outcast et puis The New Age sont ensemble. Là, c'est Past and Future et The Descent qui sont ensemble, donc ça permet en fait quand même de mixer pas mal de choses, notamment sur les cartes des tiers, les tiers cartes des Nemesis. Alors parfois ça donne des compositions un petit peu difficiles. Ça rehausse, je trouve, un petit peu la difficulté. Mais oui, j'ai tout essayé. En fait, tout marche bien. Tout marche bien. Il n'y a pas de. Alors après, j'irai pas mélanger tout dans une même boîte. Tu vois, mélanger l'intégralité des gemmes de la gamme. Enfin, ça devient délirant. Ça te prendrait limite une boîte de jeux complète. Donc, puis au bout d'un moment, ça fait trop. Donc, tu vois, déjà mixer deux boîtes ensemble, c'est en termes de modularité, c'est déjà pas mal. Et quelle est la vague qui t'a vraiment le plus, je sais pas, marqué, genre, Ah bah moi c'est War Eternal. Ah, Parce que j'avais aimé la boîte de base, mais en fait dès que j'ai fait War Eternal, déjà ils sont passés graphiquement à une qualité graphique différente. Parce que visuellement sur la boîte de base c'était assez moche. Et ils ont choisi une nouvelle identité graphique sur les Nemesis et les mages, et c'était bien mieux. Mais War Eternal, au niveau des mécaniques, je trouve qu'ils ont fait vraiment un passage de vitesse de dingue, qui était peut-être moins significatif, je trouve, après. Mais vraiment, c'était une dinguerie. Et pour moi, ça reste la meilleure boîte. War Eternal, c'est vraiment la meilleure. Je trouve que moi, c'est mes mages préférés. Les Nemesis sont vraiment cool. C'est une super boîte. Et c'est la deuxième, c'est la deuxième, ouais. Donc, voilà. Et toi, de ton côté PA, t'en es à la boîte de base ou t'as été déjà plus loin? Justement, je rattrape, donc j'en suis justement à Guerre Éternelle avec ma femme, et franchement, je le rejoins, meilleur dessin, super mécanique, un gros plaisir quand tu mélanges les deux, il se passe des nouvelles choses imprévues, en bonne comme en mauvais, souvent en mauvais, et du coup c'est encore plus au point de vie près, et moi j'aime bien, comme ça jusqu'à la fin de ta partie t'es pas sûr de gagner, donc ça force la coop, et en plus je trouve qu'il a une qualité ce jeu, surtout quand tu mélanges ces deux-là, c'est un des rares jeux qui fait l'unanimité dans les groupes d'amis, souvent les maris et les femmes y jouent, parfois les enfants, et donc il fédère quand même pas mal, tu vois. Donc je trouve que Guerre Éternelle, franchement c'est top, et mélangé avec la première c'est encore mieux. J'ai pas testé assez les autres combinaisons, mais ces deux-là ensemble c'est vraiment très cool. Faut quand même souligner que le jeu est différent si tu y joues à deux ou en solo et quand tu y joues à 4. Parce que quand tu y joues à 2, pour chaque round, tu fais 2 tours. Donc en fait, quand tu y joues à 2, t'as la possibilité d'avoir un deck bien plus fort et d'avoir des achats de cartes plus puissantes et de lancer des trucs de dingue. Quand tu joues à 4, forcément, tu joues qu'une seule fois par round. Donc, la partie deck building, je la trouve beaucoup plus compliquée parce que chaque achat de cartes que tu vas faire est vraiment super important. Je dirais qu'à 2, tu peux, entre guillemets, mais tu peux te louper, quoi. Tu peux te louper sur un achat de cartes, c'est pas dramatique. Mais à 4, tu fais tellement peu d'achats par rapport à, enfin, tu divises tout par 2, quoi. Donc à 4, le moindre achat, il est hyper important. Maintenant, ça, on pourrait en parler, de nouveau en faire un sujet complet, mais moi, un deck building à 4, ouais, quoi. C'est pas la peine. Hein, Alors ça dépend, tu vois, pour relancer le truc, c'est que ça dépend si le deck building tu le fais comme certains l'entendent, et je comprends que ça se fasse pendant la partie, type Zen, Dominion et compagnie, ou si ça se fait en amont, ou si tu construis ton deck en amont, comme sur un Marvel Champions, un Aurora Arkham JCE, etc. Et là, pour le coup, je trouve qu'un Marvel Champions ou un Aurora Arkham A4, c'est le plaisir, il est démultiplié, il est extraordinaire. Mais de toute façon, je suis d'accord. Le but n'est pas de lancer la discussion sur la terminologie du building, ça personnellement, je m'en fous, mais même si on considère que les deux on les appelle du deck building, pour moi c'est quand même deux catégories différentes, tu vois. Moi je parle du deck building en jeu, jouer à 4, voilà quoi. Moi par exemple, quand j'ai commencé, quand j'ai découvert avec Dominion, on a joué à 4, j'attends mon tour pendant 3 tours, surtout qu'à Dominion tu peux pas mal comboter, donc quand t'es 3 adversaires combotent là pendant 5 minutes, t'es là, il te faut un quart d'heure pour jouer, j'exagère évidemment un petit peu, mais
Voilà, et Onsen, c'est un petit peu pareil. Moi, je suis là, je joue mon tour. Enfin, non, je crois que j'ai pas eu l'occasion de le jouer à 4. Bon, c'est juste mon imagination, du coup. J'ai joué à 2. Voilà. Mais j'imagine pas, je le joue à 4 de nouveau. J'ai essayé d'autres deck building que je jouais à 4. Et en général, en plus, je trouve que ça n'apporte rien d'être à 4. Enfin, à part le fait que si vous êtes 4, oui, tout le monde joue. Mais sinon, ça n'apporte rien au jeu en lui-même, en général. En plus, le pouvoir spécifique de ton mage, tu sais qu'à 4, t'as éventuellement peut-être une chance de le lancer une fois dans la partie, et encore, c'est pas sûr. Donc même ça, ton timing, il a intérêt à être vraiment au poil de cul, parce que c'est super difficile, quoi. Ouais, c'est vrai, il est, enfin, pour ça, il est mieux à 2, je trouve, qu'il te complète mieux. Moi, je sais que on fait souvent un truc à la maison. Moi, je prends un pouvoir qui va aider à déclencher celui de l'autre joueur, et où je prends des choses pour soigner et booster l'autre, ce qui fait qu'en fait, je fais beaucoup de renforts. Et je prépare un seul gros truc qui va faire mal, tandis que l'autre bourrine. Et du coup, ça, c'est à 4, ça serait plus difficile de créer ça, cette synergie. Ouais, et t'as l'occasion quand même de jouer à 4 des fois? T'as eu l'occasion? Ouais, on a pu, alors on l'a fait sur un autre jeu dont on parlera si vous voulez, qui est Astro Knight, où là pour le coup ça s'y prête un peu plus. Mais on préfère le jouer 2. Ouais. Ok, bah il nous reste encore, allez, une petite dizaine de minutes peut-être pour ne pas la faire trop longue. Bah, donc, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire, bah tu peux enchaîner du coup sur Astro Knight, puisque bah c'est un peu la comment dire, l'enfant légitime des Hansen, voilà. Ouais, complètement. Alors, exactement. Un jour, je me promenais tranquillement, erreur fatale sur Call, et donc je vois une suite spirituelle d'Aeonzen, et je dis tiens, qu'est-ce donc que ceci? Et donc je vois un petit visuel assez sympa qui fait très Saturday Morning Love Cartoon, parce que bon, j'étais gamin un peu en Angleterre aux US, et en fait, donc la vague dessin animé du samedi matin ou du mercredi que nous on avait avec le Club Dorothée, et je me suis dit bon, je sais pas trop en termes de graphisme. Et au final, je l'ai quand même baqué à l'époque. Ils avaient des très bons tarifs, très peu chers. Et puis, lorsqu'on a reçu le jeu, on l'a essayé à Noël. Et en fait, très gros coup de cœur. Il est plus simple qu'ALZ. Les mécaniques ont été simplifiées. En revanche, le setup est très court et on peut attaquer direct. Alors depuis, en plus, il vient d'être traduit en français. Donc on peut le trouver sur la plupart des marchés en ligne avec sa suite. Astro Knight Eternity, mais on y reviendra. En fait, Astro Knight, on joue des espèces de super-héros de l'espace, investis d'une mission qui doivent protéger notre monde et notre équipe contre des envahisseurs extraterrestres. Donc c'est sensiblement la même mécanique et le même principe que Zen version science-fiction, super-héros. Et ce qui est assez sympa, c'est que les pouvoirs sont très complémentaires au niveau des mages, donc des super-héros, et ils viennent très vite. Et donc il y a une espèce de jeu dans le jeu où on cherche à savoir qui on va power-up dans l'équipe pour qu'il puisse faire une méga attaque sur l'assaillant d'en face qui lui a tout un tas de petits amis en général qui viennent t'embêter. Il y en a qui t'enlèvent des points de vie, d'autres qui t'enlèvent des cartes. Et lorsque t'as plus de cartes, tu meurs parce que tu peux plus te défendre thématiquement dans le jeu. Donc il y a des mécaniques assez sympas. Il a une vertu, c'est qu'il combatte facilement même à 4. En fait, il a été conçu pour ça. Donc il est plus rapide d'installation et il est fait pour jouer jusqu'à 4. Donc c'est un excellent jeu de coop pour faire découvrir les deck building à d'autres personnes. On l'a essayé sur d'autres couples et d'autres amis qui jouaient un peu moins et qui voulaient commencer à découvrir des jeux un peu plus experts. Et en fait il fonctionne bien, il est demandé souvent, il sort vite, il est rangé vite. On va dire que c'est le petit frère d'Aeonzen dans le sens où même en ayant l'habitude, on est sur des parties de 30-40 minutes. Quand on débute et où qu'on est 4, on est plutôt sur 1 heure, 1 heure et demie. Mais en fait, c'est très très contenu pour ce type de jeu. La deuxième boîte qui est sortie reprend un système qui vient d'Aeonzen, le système d'expédition, où en fait on peut faire des parties à la suite, où on va faire aussi un power-up entre les parties, avec une petite trame narrative. Et j'ai été agréablement surpris, je m'étais dit que ça ferait doublon. In fine, il y a un peu de ça, mais pas que. Il y a un système de cartes très intéressant. Il y a notamment une rangée sur les 6 cartes où on peut piocher. Ça, c'est un peu comme donc le marché d'Aeonzen aussi à Dominion, qui est en fait une carte dont on va retrouver le principe dans un autre deck building qui s'appelle
j'ai un trou de mémoire, mais c'était un concurrent de Star Wars, où en fait il y a des cartes qu'on peut activer immédiatement, mais qu'on ne doit pas garder dans notre deck du coup, et qui vont filer un boost immédiat. Shards of Eternity. Ouais, merci, exactement. Et donc il y a ce système-là pour une catégorie de cartes du marché, exactement. C'est le principe des mercenaires, sauf que là c'est une arme qu'on va pouvoir utiliser tout de suite. Et donc on peut faire des paris sur est-ce que je renforce mon deck, est-ce que j'ai pur mon deck, ou est-ce que je dépense tout de suite, quitte à pas me booster parce qu'il faut qu'on se défende immédiatement. D'accord. Et si tu devais n'en garder qu'un des deux? Fais bien attention à ce que tu vas dire. Ouais, j'ai pas trop envie de dormir sur le canapé, donc il faut pas que je me trompe, faut pas que je me rate sur celui-là. Je pense que Ion Zen a plus de pouvoir de longévité, on va dire, à cause du nombre de combinaisons, etc. Je pense sincèrement qu'avec des gens qui jouent un peu moins, ou quand il faut jouer plus vite et faire un truc entre deux parties, c'est peut-être plus Astronite, et je trouve que les personnes extérieures à la famille ayant joué s'attachent un peu plus aux persos d'Astronite qu'aux persos d'Ion Zen, même en étant Heroic Fantasy. Je trouve que Ion Zen est un peu plus profond, et Astronite a ce côté, on fait un jeu vite fait, mais un jeu quand même un peu profond. D'accord, mais de toute façon, si je comprends bien, pour toi, il joue quand même dans deux catégories légèrement différentes, donc tu peux garder les deux quand même. Hein. Moi, personnellement, c'est un peu ça qui m'a repoussé. C'est le thème espace, qui juste m'attire quand même beaucoup moins. Le côté risque de doublon, voilà, parce que donc moi, j'ai pas du tout essayé. Hein. Je dis pas que je serais contre le fait d'essayer une fois, mais voilà, déjà, avec la bonne collection des Onsen que j'avais pas envie d'en recommencer une dans un jeu qui est finalement assez similaire, sachant que j'ai pas le temps de jouer aux deux de toute façon. Voilà, et je sais pas toi, Gurder, si t'as eu l'occasion de le tester quand même. Techniquement, comme je suis un gros fan des Onsen, il n'y a pas de raison que j'aime pas Astronite. Ça, sur le papier, en théorie, normalement, je suis censé l'aimer. Après, j'y ai pas joué. Je pense que j'ai pas besoin non plus de faire une partie pour savoir que je vais l'aimer. Je sais que c'est un jeu, si je le teste, je vais l'aimer. Maintenant, comme j'ai l'intégrale de Onsen depuis le début, je sais pas si... sachant que moi, le setup des Onsen, pour moi, n'est pas un problème du tout. Je mets le jeu en 10 minutes, un quart d'heure, c'est sur la table, donc c'est pas... la durée de mise en place m'embête pas. Je vois pas ça comme un critère négatif. Maintenant, moi j'aime beaucoup, contrairement à toi, j'aime beaucoup l'ambiance un peu Gardien de la Galaxie, avec le style graphique qu'ils ont utilisé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait aussi que, si j'ai bien compris, la ville, enfin on défend une zone qui a aussi une identité propre et qui se joue, et on peut défendre en gros plusieurs zones, c'est ça, PA? Tu peux défendre qu'une seule zone, mais il faut que tu fasses attention parce que les ennemis peuvent targeter qu'un seul joueur, ou que le monde, ou ton deck pour l'affiner, pour que tu puisses plus jouer. Et donc c'est ça qui est intéressant. Donc t'as raison, c'est proche. Mais tu vois, je me dis demain si j'ai l'intégrale des deux auquel je jouerai, je sais pas. Donc je me dis ce serait vraiment remplir des étagères pour rien, même si moi dans l'absolu je préfère l'ambiance SF à celui de Ion Zen, qui est une espèce d'ambiance un petit peu je sais pas, c'est fantasy sans être vraiment fantasy. Il y a des persos qui sont un peu steampunk, il y en a qui c'est assez bizarre, mais j'avoue que c'est pas un univers que je trouve extraordinaire. Moi j'aime Ion Zen pour ses mécaniques, mais par contre au moins je leur reconnais le fait qu'ils aient créé pour le coup un univers vraiment à part, quoi. On n'est pas dans un délire l'elfe archer, le nain guerrier, on n'est pas dans ce délire-là. Donc ils ont vraiment su créer un environnement et un style bien à eux. Donc au moins pour ça c'est cool. Et pareil pour Astronite. Et je pense que c'est un bon choix d'être parti là-dessus. Ouais. Je trouve d'ailleurs que pour l'un comme l'autre jeu, ils ont créé une variété de persos, pas seulement en termes de mécanique, mais de typologie de persos. Tout le monde peut s'y retrouver. Il y a des gamins, des vieux, il y en a pour tout le monde, tout type de genre, tout type d'ethnie. Et donc ça, c'est quand même qualitatif, parce que du coup, les deux ont fait l'adhésion dans le groupe, puisqu'on a des copains qui viennent de pied, etc. Chacun a trouvé un perso qui lui plaît, que ça soit dans Ion Zen ou Astronite. Okay. Qu'il a envie d'incarner, clairement. Ouais.
Clairement, il y a de tout, et ce qui est génial dans les nouvelles vagues des Onzen, c'est de retrouver des anciens persos que tu as en version jeune, ou que tu as en version vieux, ou que tu as dans une version alternative. Et j'avoue que c'est marrant, là dans The Descent on retrouve Brahma, donc Brahma c'était une des vieilles mages de la boîte de base. Bah là on la retrouve alors qu'elle est toute jeune, tu vois, qu'elle a genre la vingtaine. Et du coup c'est trop marrant. Il y a Q, il y a Illico, il y a plein de persos comme ça qu'on retrouve au fur et à mesure des boîtes, et ça c'est je reconnais que ça c'est assez génial. Et comme tu dis, oui, c'est impossible de pas pouvoir s'identifier à un perso dans cette gamme de jeux. Bah, je te rejoins, ça c'est vrai que c'est très cool. Petit spoiler, c'est pareil dans Astronaut et Astronaut Eternity, parce que la gamme a que 2 boîtes. Il y a une boîte basée, une troisième, mais qui est basée sur la licence Invincible aux US, qui est un peu exclue là-bas. T'as un perso qui est en fait un robot, qui donc survit, et que tu retrouves des dizaines d'années plus tard dans la suite de Astronaut Eternity, parce que étant un robot, il a donc remplacé des pièces et lui est toujours vivant. Donc tu peux continuer à regarder, mais il y a eu des améliorations. Et donc il y a des petits clins d'œil comme ça qui sont assez bien vus dans les 2 jeux. Bon, je le reconnais ça. C'est vrai que c'est très bien. Et donc voilà, super jeu, globalement. Eh ben écoutez, je pense qu'on va en rester là. Voilà, au niveau du timing, on est plutôt bon. Donc pour moi, c'était encore une fois un plaisir de passer ce moment avec vous. Et ben, on se dit à la prochaine. À la prochaine alors. Merci beaucoup. Salut. Bye.